tous et bienvenue sur ce plateau de Vue d'Europe, votre émission consacrée à l'actualité de la délégation française du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Nous avons avec nous aujourd'hui Hervé Juvin, député européen et membre de la Commission du commerce international. Bonjour. Bonjour Tamara. France Jammet, bonjour. Bonjour Tamara. Donc, Monsieur Juvin, vous êtes député européen et membre de la Commission du commerce international. France Jammet, vous êtes députée européenne également. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et monétaires, Commission de l'emploi et des affaires sociales, et vous siégez également au sein de la Commission de la pêche. Tout à fait. Alors, pour commencer, justement, vous êtes très investi sur toutes les questions relatives à la pêche, et surtout la pêche française, bien évidemment. Donc, lors de cette session plénière du Parlement européen, vous allez voter pour un dossier relatif au contrôle des pêches. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Il y a effectivement, oui, un vote qui est prévu et qui était prévu, dont on a débattu cette semaine sur la pêche, et qui est particulièrement scandaleux parce que déjà que nos pêcheurs, effectivement, moi je parle essentiellement de la pêche française évidemment, et des petits métiers de la pêche et des petits pêcheurs. Ils ont été la variable d'ajustement de ces négociations du Brexit de façon scandaleuse. Et en plus, je dirais, on leur ajoute des contrôles supplémentaires, et notamment, ce qui est vraiment une forme de harcèlement scandaleux, l'installation de caméras embarquées sur les bateaux. Est-ce que vous accepteriez, vous, d'avoir une caméra dans votre bureau qui vous filme pendant que vous travaillez ? Bon, c'est ce qu'on veut imposer à nos pêcheurs. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que sur les gros bateaux, usines et les gros navires qui peuvent piller nos ressources et pêcher en toute impunité, on ne fait rien. Par les petits pêcheurs, par contre, on les flique. Vous avez les passeurs en Méditerranée qui transgressent les lois en toute impunité également, mais le petit pêcheur est considéré comme un délinquant. C'est insupportable. J'ajouterai en plus qu'ils sont en train aussi de mettre en place des inspecteurs qui feront des inspections sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, simplement à la Commission européenne, ce qui entrave le principe de notre souveraineté et qui est particulièrement insupportable à la petite pêche, au métier de la mer. Alors, moi, je suis d'accord, hein, en plus, en présence d'Hervé Juvin, on ne peut pas dire autre chose. Il faut préserver notre biodiversité marine, il faut préserver la ressource, mais ce ne sont pas nos pêcheurs qui sont les problèmes. Ils sont la solution. On ne peut le faire qu'avec eux, et je pense qu'ils méritent donc de la considération, et c'est ce que nous avons défendu cette semaine en hémicycle, et que nous continuerons de faire par des amendements et en votant favorablement. En tout cas pour la pêche, hein, pas pour les caméras embarquées. Donc vous avez évoqué le sujet de la Commission européenne. Justement, vous avez assisté récemment à un discours du commissaire Nicolas Schmit, qui est en charge des questions relatives à l'emploi et aux droits sociaux. Il est intervenu lors de la dernière réunion de Commission de l'emploi et des affaires sociales. On regarde la vidéo et on en parle tout à l'heure. L'Europe est confrontée à un problème démographique. Nous avons besoin de gens. Nous avons besoin d'une immigration gérée. Et ça ne veut pas dire faible qualification, parce que beaucoup de migrants sont qualifiés. Et ceux qui le sont moins peuvent être qualifiés. Leurs compétences peuvent être améliorées. Et le pacte vert va créer des emplois si nous avons l'intelligence suffisante pour que les entreprises puissent créer des emplois. France Jammet, quelle était votre réaction à ce discours ? Et moi, en même temps, je suis scandalisée et choquée, mais on n'est pas finalement étonné. Si vraiment, véritablement, il y a des efforts à faire, c'est une véritable politique de la relance de la natalité, une véritable politique de la revalorisation du travail, des salaires, mais pas d'entamer, enfin en tout cas, d'engager cette politique immigrationniste et systématique que nous impose l'Union européenne. Tout ça, en plus, ajouté à la surcharge d'impôts et qui ne profite jamais aux Françaises et aux Français d'abord. France Jammet, vous êtes aussi membre de la Commission des affaires économiques et monétaires qui s'est prononcée il y a peu sur le semestre européen. Alors,
Pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que vous pourriez juste expliquer brièvement c'est quoi exactement ce dispositif, c'est quoi le semestre européen et en quoi il affecte notre vie quotidienne? C'est un socle sur lequel que nous impose, un socle européen que nous impose l'Union européenne et la Commission, dans lequel d'ailleurs s'inscrit le plan de relance de 672 milliards d'aides. Mais ce qui est quand même aussi, encore une fois, insupportable, c'est que ce que l'Union européenne feint de nous donner d'une main, elle le reprend d'une autre. D'abord parce que l'argent sort de notre poche, et ensuite parce qu'elle se fait sous condition ou à condition que la France, par exemple, entame des réformes structurelles drastiques en matière de chômage, en perte de droits, d'indemnités, de forfaits journaliers, et puis bientôt demain pour la retraite, parce que tout ça est inclus dans les comptes publics. Donc ce sont nos compatriotes qui sont directement touchés par ces mesures et qui paient deux fois. On l'a vu, toutes ces mesures qui ont été prises par l'Union européenne nous ont gravement impactés pendant la crise du Covid. Il y a la disparition des gendarmeries qui a vu la délinquance en ruralité exploser, la disparition des bureaux de poste, la fermeture des maternités, la fermeture des hôpitaux, le manque aujourd'hui de personnel hospitalier qui nous a impactés, la fermeture qui a été décidée pour certains de nos compatriotes en pleine crise du Covid. Et tout ça est le fruit de la politique d'austérité de l'Union européenne. Aujourd'hui, on nous en demande encore une autre couche et ça devient insupportable. Je ne vais pas monopoliser, mais ce que je voudrais dire en tout cas, s'il y a une chose, on parle souvent de l'Union européenne technocratique, elle n'est pas que ça. Elle est dogmatique. Elle est dogmatique, elle est ultralibérale, elle est ultramondialiste et elle est ultra-gauchiste et elle se fait et ultra-immigrationniste et tout ça se fait au détriment de la France et des Français d'abord. Je crois véritablement qu'il faut que nous puissions rétablir notre souveraineté, une coopération des États et que nos gouvernants, que nous ayons peut-être, j'espère en tout cas de nouveaux gouvernants qui défendront vraiment la France et les Français d'abord. Merci France Janet. Avec Hervé Juvin, parlons écologie. Donc Hervé Juvin, vous avez récemment déclaré dans une interview « Nous sommes les vrais écologistes ». Que voulez-vous dire par là? Ce que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, nombre de ceux qui prétendent s'approprier l'écologie se comportent comme s'ils avaient le droit de décerner des labels. Il y aurait les bons, les vrais écologistes, et puis il y aurait ceux qui se prétendent écologistes sans avoir aucun droit à ce titre. Je n'aime pas beaucoup les rentiers de l'écologie. L'écologie, c'est l'affaire de tous. L'écologie, c'est l'affaire de tous ceux qui sont soucieux de leur milieu de vie, de leur environnement, de la biodiversité, des territoires sur lesquels ils vivent. Probablement que l'un des très grands écologistes, victime du hold-up de l'ultra-gauche, était Antoine Wechter. Mais laissez-moi, Tamara, remonter un peu dans l'histoire. Le vrai fondateur de l'écologie, c'est certainement Alexander von Humboldt, le grand explorateur allemand qui, au tout début du 19e siècle, est le premier à dénoncer les effets de la déforestation, du lessivage des sols, de la surexploitation industrielle. Il va être suivi par un de ses disciples, Ernst Haeckel. C'est un Allemand. C'est lui qui va inventer le terme d'écologie. Et c'est aussi lui qui va développer les notions d'écosystème et les notions d'espèces vitales pour toute variété vivante qui veut se développer et qui veut prospérer sur un territoire donné. Theodore Roosevelt, le président américain conservateur s'il en est le premier qui crée des parcs naturels et qui va protéger la ressource et la biodiversité aux États-Unis. Son ami, c'est John Muir, qui est un des plus grands conservationnistes de l'histoire. Je pourrais continuer, mais vous le voyez bien, Tamara. Les fondateurs de l'écologie, ce sont des gens attachés à leur territoire, attachés à leur souveraineté sur leur territoire. Ce sont ceux qu'on pourrait appeler des conservateurs, en aucun cas ceux qui aujourd'hui se sont emparés de l'écologie. Et je voudrais le dire très clairement. Il y a incompatibilité totale entre la protection d'un écosystème et l'ouverture des frontières. Un écosystème survit dans le temps parce qu'il est séparé d'autres écosystèmes. Il y a incompatibilité totale entre ceux qui rêvent de fabriquer l'homme nouveau, l'homme qui n'est plus ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux et a rompu tout lien avec la nature. Être écologiste, c'est reconnaître et accepter les déterminations de la nature. Il y a incompatibilité totale entre l'écologie et l'uniformisation de la globalisation. Être écologiste, c'est accepter que si la biodiversité animale et végétale est importante, la diversité des sociétés humaines, des mœurs, des lois, des coutumes est tout aussi importante. Et pour terminer, il y a évidemment incompatibilité totale entre l'écologie et le libre-échange. Le libre-échange des capitaux, des biens, des services et des hommes.
c'est ce qu'il y a de plus hostile et de plus contraire à toute réelle préoccupation écologique, puisque le libre-échange contribue à l'uniformisation de tout, donc à la chute dramatique de la diversité des langues et des sociétés humaines. Bref, les enseignements de l'écologie, vous le voyez Tamara, n'ont rien à voir avec le hold-up que l'ultra-gauche a réalisé. Retrouvons nos frontières, retrouvons notre souveraineté, protégeons nos mœurs, nos lois, nos territoires, et nous pourrons conduire une politique réellement écologique. D'accord, vous avez donc parlé frontières, libre-échange, mais quelles sont vos autres priorités en matière d'écologie ? Les priorités sont naturellement nombreuses parce que l'écologie couvre à peu près tous les domaines de la vie. Et personnellement, je pense que l'écologie, la science des systèmes vivants complexes, doit s'inscrire en amont de toutes nos décisions économiques, de toutes nos décisions sociales et toutes nos décisions en matière de politique, notamment d'immigration. Les sujets de l'écologie, ils ont été évoqués lors de la conférence de presse dans laquelle Marine Le Pen a présenté mardi matin les 15 questions que nous voudrions poser aux Français pour leur assurer une vie saine dans un environnement sain. Parce que laissez-moi vous dire, Tamara, que si évidemment le dérèglement climatique ne peut pas être contesté, laissez-moi vous dire que le vrai problème de l'écologie, c'est la santé humaine. Savez-vous qu'en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, pour la première fois depuis la révolution industrielle, l'espérance de vie est en train de baisser. Savez-vous que l'une des premières causes des déficits de la sécurité sociale, c'est la malbouffe. Ce sont ces aliments hyper transformés par l'industrie alimentaire, saturés de graisse, saturés de sucre, qui provoquent une obésité dramatique, y compris chez des enfants de moins de 10 ans, qui provoquent en masse des cancers, des diabètes, la survenance précoce de maladies dégénératives, l'infécondité, l'infertilité, bref. La malbouffe est l'une des premières causes de maladies et de mortalité précoce dans nos pays. Ça, c'est un sujet écologique majeur. La pollution des eaux, la pollution des sols, la pollution de l'air, c'est une cause qui est en train d'impacter durement la société humaine. Et le dérèglement climatique, à travers notamment la sécheresse, va nous poser des problèmes d'autosuffisance alimentaire qui, dans certains pays ou sur certains continents, risquent de devenir dramatiques. Mais laissez-moi ajouter un mot, Tamara. L'écologie, c'est sans doute la science des systèmes vivants complexes. Ça, c'est bien savant et bien compliqué. Pour moi, l'écologie, ça devrait être la science de la joie de vivre. Nous le savons très bien, c'est prouvé. Quand vous vous promenez ou quand vous courez dans une forêt, quand vous vous sentez en harmonie avec la nature, votre rythme cardiaque baisse, votre tension artérielle baisse, et quelque part, vous vivez dans un état d'harmonie, de satisfaction et de sérénité qui n'a pas de prix dans la société que nous vivons. L'écologie, ça devrait être la science, d'abord, de l'accès de tous les Français à une nature belle, aimable et bienveillante à l'homme. L'écologie, ça devrait être la science de la joie de vivre, de Français qui se sentent responsables du territoire qu'ils ont reçu de générations antérieures et qu'ils vont transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants. Bref, l'écologie, ça a à voir avec la responsabilité territoriale, ça a à voir avec la transmission familiale et ça a à voir tout simplement avec la sérénité de Françaises et de Français, certains qu'ils font la loi sur leur sol, certains de leur sécurité culturelle, de leur sécurité de citoyens libres de choisir leur destin sur leur sol. Alors, lorsqu'on parle écologie, on entend souvent parler du Green Deal ou le pacte vert pour Europe. C'est quoi le Green Deal? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Le Green Deal, c'est un tissu de très belles intentions et j'observe d'ailleurs depuis maintenant bientôt 2 ans dans ce Parlement que ce Parlement est rempli de bonnes intentions. Que deviennent ces bonnes intentions? Je suis beaucoup moins certain de pouvoir porter un jugement là-dessus. Donc le Green Deal, ce sont d'excellentes intentions, tout va devenir vert. On va tout repeindre en vert à coût de centaines de milliards, voire de milliards, et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. J'observe simplement 2 ou 3 choses. Le Green Deal ne met jamais en cause les accords de libre-échange. Or, il est évident que toute préoccupation écologique passe par la relocalisation des activités et passe par un contrôle strict des normes applicables à tout ce que nous importons chez nous. Il ne peut pas y avoir de préoccupation écologique sans remise en cause du libre-échange. Ce n'est pas inclus dans le Green Deal. Il ne peut y avoir de préoccupation écologique sans préoccupation des modes de vie, des modes de faire artisanaux, des petites entreprises et des indépendants dans leur région, dans leur localité, parce que ces modes de faire, ces modes de produire sont en général l'héritage de siècles, voire de millénaires d'adaptation à leur milieu.
J'écoutais France Jamais évoquer les sujets de la pêche. Comment ne pas en parler alors que je représente une région, les Pays de la Loire, où la pêche est une activité significative et où les rapports avec la mer sont quelque chose de très important à la fois dans l'économie régionale et tout simplement dans la vie des gens. Quand on est des Pays de la Loire, on vit avec la façade maritime, on vit avec le Croisic, on vit avec la Turballe, on vit avec les Sables d'Olonne. Ce qui est en train de se passer est très grave. Derrière le Green Deal, derrière l'instaxonomie, qui veut juger toute activité humaine en fonction de ses impacts supposés sur l'écologie, on est en train de pourrir la vie des indépendants et des PME, et on est en train de détruire les conditions d'exploitation, par exemple de la pêche artisanale. Parce que j'observe qu'autant les multinationales, autant les bateaux industriels qui volent des milliers de tonnes de poissons ont évidemment tous les moyens de placer des caméras, de placer des enregistreurs, de disposer de tous les systèmes numériques que vous voulez, autant c'est à peu près impossible pour le pêcheur artisanal qui tous les jours prend son bateau, part de la Turballe, part du Croisic, part des Sables d'Olonne pour aller faire la marée, et pour qui la surcharge imposée par la Commission européenne et votée par le Parlement, tout simplement va condamner son métier. Ça, c'est l'inverse de l'écologie. C'est l'inverse du respect des modes de vie, de la diversité des manières de faire, qui est le fruit de culture et qui, je le répète, est une des conditions de notre survie. La diversité des modes d'activité humaine et des sociétés humaines est une des conditions de notre survie. J'ajoute que le Green Deal, c'est l'uniformisation. Tout le monde placé à la même enseigne, les gros comme les petits. Le Green Deal ne veut voir qu'une seule tête, à coût de milliards et de centaines de milliards d'euros. Et ce regard global, cette volonté d'uniformisation, c'est évidemment ce qui est le plus contraire à tout l'esprit écologique, qui part du territoire, qui part du local et qui part des liens ancestraux que des populations ont avec leur milieu de vie. Donc en un mot, le Green Deal, c'est un enfer pavé de bonnes intentions qui risque de se traduire par un coup fatal porté à nos indépendants, à nos PME et à nos artisans, qui risque de détruire encore un peu plus le tissu économique de nos pays, de nos régions et de nos localités. Et évidemment que s'il faut proposer une alternative au Green Deal, elle viendra du plus local, elle viendra de ces traditions, de ces mœurs et de ces modes de faire ancrés dans un territoire, de tout ce que la Commission européenne et le Parlement européen, dans leur folie d'uniformisation, refusent totalement de voir. Merci Hervé Juvin. Eh bien, je remercie nos invités et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour le nouveau numéro de Vue d'Europe.